Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Je suis très heureuse qu'on puisse faire ce webinaire qu'on peut faire voilà, depuis ces 11 mois de projet qu'on a développé à l'Université Paris-Cité. Ce projet, comme vous le savez tous, on l'appelle CSSP, de son acronyme en anglais Corporate Sustainability Strategy in Support of Culture. Nous avons je vais peut-être me présenter. Je suis donc Liliane Riquieri Hanania. J'essaie de ne pas parler avec l'accent français, comme ça je respecte mes origines. Je suis avocate, médiatrice, chercheur, enseignante à Paris-Cité. Je travaille sur ces questions de diversité culturelle depuis plus de 20 ans maintenant, depuis 2002. Et ce projet, il a comme origine, il est né en fait dans une frustration que j'avais quand je voyais en tant qu'avocate mais également enseignante, voir les normes, les standards, les législations et réglementations nationales ou internationales qui traitaient des reporting, du reporting extra-financier des entreprises, donc du secteur privé. Aujourd'hui, on parle plutôt de reporting de durabilité. Et finalement, quand on lit en fait ces standards, quand on examine ces obligations de reporting, il y a très peu de choses qui sont vraiment touchent à la diversité culturelle. Alors que du côté de l'UNESCO, parce que justement moi je travaille sur ces questions de diversité culturelle du point de vue du droit international, tant du droit international de la culture, donc c'est-à-dire toutes les conventions UNESCO qui portent sur la culture, que du droit international économique. Du côté de l'UNESCO et des professionnels du secteur culturel, il y a une reconnaissance de plus en plus grande d'un pilier culturel dans le développement durable, donc une dimension culturelle très forte qui n'est pas encore reconnue comme elle le mériterait. Et donc, nous avons décidé de lancer ce projet avec l'idée de construire une plateforme. On va vous présenter un peu notre méthodologie pendant ces 11 mois de projet. Nous avons eu un financement de l'université, donc j'aimerais remercier l'équipe valorisation de l'université Paris-Cité qui nous a fait confiance. Je profite aussi évidemment pour remercier Anne-Tidane Rodom qui aura l'occasion de se présenter, qui est ma grande amie et soutien depuis que je suis arrivée en France il y a 22 ans. Et Aude Dumont aussi, qui est notre assistante et qui a fait preuve de beaucoup de flexibilité et vraiment, elle a été prête à changer de rôle, de faire différentes choses à chaque fois qu'on avait besoin d'elle, elle était là. Donc, merci beaucoup pour votre sérieux. Et évidemment, nos interprètes. Donc, on a un petit souci avec Valérie Noël, qui va nous rejoindre, j'espère, et Nadine Mongère, qui est notre interprète depuis des années sur tous les projets qu'on fait où on a plus d'une langue. Et voilà, Nadine est là pour nous aider. Je passe la parole à Anne-Sida et je reviendrai tout à l'heure. Je gère le PowerPoint pour toi. Merci Liliane, bonsoir à tous et merci d'être présent pour cette présentation de notre projet, ce webinaire de clôture finalement d'un projet dédié à la culture. Alors moi je suis Ntidane Rodom, je suis professeure de droit public à l'Université Paris-Cité, directrice adjointe du Centre Maurice Horiou pour la recherche en droit public, toujours dans cette université. Alors, moi je suis plus spécialisée, tout comme Liliane, en droit international et mon domaine de prédilection, c'est surtout sur les questions numériques et de nouvelles technologies. Alors, au-delà des CV qu'on a pu vous donner en quelques lignes, ce que Liliane a oublié de vous dire, c'est que elle, comme moi, je crois que nous incarnons la diversité culturelle. Elle est, vous le voyez à nos noms, prénoms et noms de famille, Liliane, elle est d'origine libanaise, brésilienne, aujourd'hui française. Moi, je suis d'un père cambodgien, née en France et mariée à un monténégrin. Ce qui veut dire que à nous deux, nous cumulons 5 cultures différentes. Donc, nous sommes la diversité culturelle incarnée et c'est parce que nous sommes cette diversité culturelle que nous croyons évidemment en ce projet.
Mais au-delà de cette appréhension subjective hein, de ce qu'est la diversité culturelle et de ses atouts, évidemment, il y a un constat qu'on peut faire de l'importance de la culture et de la diversité culturelle comme des vecteurs d'apaisement et de transformation de nos sociétés. Alors, je vais rappeler tout d'abord les objectifs de ce projet et le contexte dans lequel il est né. Si Liane, tu peux mettre la slide 1, s'il te plaît. Alors, on a tous fait le constat Liliane, on n'a pas la première slide là. Ah, décidément, la technologie a décidé de nous faire faux bond ce soir. Non? On t'entend plus. Je peux faire sans l'image, hein, mais bon, je vais commencer. Désolée. Alors le constat, c'est, évidemment que, la culture est un élément de, transformation de nos sociétés. On a pu s'en rendre compte, par exemple, pendant la crise du Covid, le fait que les librairies soient considérées comme, commerce de première nécessité, le fait qu'on se raccroche à des vidéos sur les réseaux sociaux comme un peu des bulles d'air pendant les périodes de confinement. Donc on a un besoin, de culture, notamment pendant les périodes de crise. Cette culture, elle est aussi, utile pour les entreprises parce que une entreprise diversifiée est plus représentative de nos sociétés, plus productive et mieux, plus en accord avec son marché. Et donc, l'objectif du projet, c'est d'encourager l'inclusion de la culture et de la diversité culturelle dans les stratégies de durabilité des entreprises. Il s'agit également de promouvoir l'impact social continu et significatif que procure la culture parce que c'est un moteur de transformation des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et nous avons voulu aussi, avec le projet CSSC, mettre en valeur le rôle des entreprises privées et des acteurs culturels et créatifs en tant que moteur de cette transformation et moteur du développement durable. Alors, Liliane l'a dit en quelques mots, ce projet a été sélectionné en mars 2023 par l'université Paris-Cité dans le cadre de financement Stratex, sous le programme d'investissement d'avenir de l'État français comme projet à impact et fort potentiel de valorisation à valeur marchande. Le projet a commencé effectivement à la mi-juin 2023, donc il y a un peu moins un an, et il s'inscrit vraiment dans les projets de valorisation de notre université, et particulièrement de la faculté Société et Humanité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valorisation? C'est l'idée de transfert de connaissances et de la recherche dans le secteur économique notamment, et ici dans le secteur culturel. Et c'est une manière aussi de permettre une meilleure intégration de l'université et de ses chercheurs avec les projets de recherche qu'ils ont dans leur système socio-économique et culturel. C'est pour ça que nous avons bénéficié du soutien des services de valorisation de la faculté Société et Humanité et de l'université Paris-Cité. Alors, la présentation va s'organiser en plusieurs points. Je vais vous expliquer les concepts clés qui ont permis de construire notre projet. Liliane vous expliquera ensuite les différentes phases du projet, la méthodologie utilisée pour élaborer notre questionnaire à destination des entreprises afin de mieux comprendre leurs actions et meilleures pratiques en matière de diversité culturelle. Et ensuite, nous aurons des intervenants qui vous présenteront la mise en place du prototype de plateforme
Ensuite, je vous présenterai, les évolutions, que nous envisageons dans le cadre de dans cette plateforme et nous lancerons, les discussions. Alors on va essayer, d'être assez court sur, la présentation pour nous laisser le temps de discuter sur, les évolutions, vos retours par rapport à ce projet et la plateforme qui a été, mise en place. Alors sur les concepts clés. Tout d'abord, ce projet, s'appuie sur des fondements, juridiques, issus des instruments de, droit international, puisque nous sommes toutes les 2 spécialistes de droit, international. Vous voyez sur, la diapositive 3 concepts, 3 notions qui, nous intéressent plus particulièrement et qui, telles qu'elles sont définies en droit international, finalement ne sont pas suffisamment claires pour les entreprises et puis pour le public en général. Et ce manque de clarté ne permet pas un positionnement stratégique pour la promotion de la culture et de la diversité culturelle. Alors, vous voyez là 3 définitions larges qui ont été choisies pour asseoir notre projet. Une définition de la culture telle qu'elle apparaît dès 1982 lors de la conférence mondiale de Mexico sur les politiques culturelles. Alors cette définition va s'appuyer à la fois sur des éléments distinctifs spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, mais on le voit, la culture, ce n'est pas que l'art et les lettres, c'est aussi les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances. Donc c'est la culture entendue au sens le plus large possible. On voit aussi ce qu'on veut préciser en matière de diversité culturelle. Alors là, l'instrument phare pour la définition de cette diversité culturelle, c'est la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Et donc, la diversité culturelle, c'est toutes les formes par lesquelles les cultures, telles qu'on vient de les définir, les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Et les acteurs sur lesquels on va particulièrement travailler, ce sont les industries culturelles telles que cette convention l'a définie, c'est-à-dire les industries qui produisent des biens et des services culturels définis au sens très large, comme tout ce qui va permettre d'incarner, de transmettre des expressions culturelles, peu importe leur valeur commerciale. Donc, 3 définitions extrêmement larges et on va ensuite montrer que cette déclaration, la déclaration de Mexico, qui a été issue de la convention mondiale que j'ai précédemment citée, va insister sur les liens entre culture et développement durable, parce qu'on sait que la culture va permettre de sensibiliser les populations aux enjeux de société, par exemple sur les questions d'inclusion sociale. Vous voyez, je sais pas, l'art dans les rues, par exemple, le street art, le fait d'avoir des actions culturelles pour la promotion de l'environnement, donc culture et développement durable. Le lien aussi entre la culture et la paix et la stabilité des sociétés. La culture permet de favoriser la compréhension de l'autre. On a pu voir par exemple des programmes de développement culturel dans des situations post-conflit, même actuellement en Ukraine par exemple, donc dans des situations qui sont encore en conflit armé, c'est promouvoir la culture comme un outil de pacification, de résilience aussi des populations affectées par ces conflits. Et puis aussi l'importance de la culture comme un bien public mondial, en dehors finalement de l'appropriation possible d'autres biens par les États ou des acteurs privés d'ailleurs aussi. Donc l'importance de la culture comme bien public mondial à préserver pour permettre un développement qui sera centré sur l'humain. Alors, fort de ces fondements juridiques, de ces bases qu'on peut trouver dans les instruments juridiques, on va passer à la diapo suivante pour montrer que, et Liliane va revenir dessus sur sa méthodologie, elle vous a dit qu'elle était médiatrice, donc à partir de techniques de médiation, elle a pu mener un certain nombre d'entretiens auprès des différentes parties prenantes de ce projet, à savoir des entreprises, des acteurs publics,
des acteurs du monde de la culture et ces différents entretiens et ces techniques de médiation qu'elle va vous développer tout à l'heure lui ont permis d'identifier les pratiques et les besoins de chacune de ces parties prenantes. Et cette méthodologie a fait apparaître la nécessité de clarifier finalement la diversité culturelle, de préciser le sens de cette diversité culturelle. Parce qu'on voit que certaines entreprises vont plutôt investir sur ce qu'on appelle la diversité culturelle interne et d'autres plutôt sur la diversité culturelle externe. Donc il nous a paru nécessaire de différencier l'investissement financier ou non financier, on y reviendra, sur ces différents aspects. Donc diversité au sein de l'entreprise telle que elle est représentée parmi ses employés. On l'a par exemple dans les départements diversité, équité, inclusion. On l'a aussi, voilà, les questions d'ascendance nationale, ethnique, les groupes géographiques. Et puis diversité externe, c'est-à-dire dans les relations des entreprises avec les communautés, les industries culturelles et créatives, l'environnement socio-économique et donc pour mesurer l'impact social de l'entreprise. Et là, ce sont plutôt les services de responsabilité sociétale ou sociale des entreprises qui vont être impliqués. Et au-delà de cette distinction entre interne et externe, ce qui est important, c'est le lien entre la diversité interne et la diversité externe de l'entreprise qui nous apparaît fondamental pour construire une vision globale de la contribution de l'entreprise à la culture et la diversité culturelle. L'objectif, c'est que cette contribution soit plus stratégique, soit plus valorisante aussi des industries culturelles et créatives, et puis finalement plus efficace et plus effective. Et c'est l'objectif de notre projet. Alors, quelques exemples de bonnes pratiques en matière de diversité interne et diversité externe. Alors, des exemples de diversité interne, vous le voyez sur la diapositive, ça peut être le fait pour l'entreprise d'investir dans l'apprentissage des langues locales ou étrangères dans la communauté dans laquelle elle agit. Le fait aussi de réduire les biais qui peuvent survenir en raison des origines des employés dans les politiques de recrutement ou dans l'évaluation. L'application de standards, de normes relatifs aux questions de diversité, d'équité et d'inclusion, le fait de favoriser la communication interculturelle et la promotion de la compréhension interculturelle. C'est aussi la nécessité de mesurer et d'encourager l'inclusion et la diversité parmi les employés. Donc ça, c'est la diversité interne. La diversité culturelle externe, pour vous donner quelques exemples, alors souvent on pense aux aspects financiers, contribuer à des fonds internationaux en faveur de la culture, comme le Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO, le fait de soutenir des industries culturelles, des événements culturels, des organisations non gouvernementales qui agissent en faveur de la culture. Alors ça peut être évidemment un investissement financier, mais il y a aussi un certain nombre d'actions non financières qui peuvent participer de la diversité culturelle externe. L'entreprise peut par exemple mettre à disposition ses locaux pour des expositions culturelles ou ses amphithéâtres ou ses salles de réunion pour des répétitions pour des artistes. Elle peut aussi mettre à disposition ses compétences, finalement partager ce qu'elle sait faire de mieux avec des artistes, des institutions culturelles, des associations à but culturel. Donc ce n'est pas que financier, et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire d'évaluer à la fois l'interne et l'externe, le financier et le non financier, pour valoriser la contribution des entreprises au service de la culture et de la diversité culturelle. Je vais passer maintenant la main à Liliane qui va vous expliquer toutes les phases du projet et la méthodologie. T'es mute, Liliane. Hein? Ouais, décidément. Donc, moi, je vais vous expliquer un peu ce que nous avons fait effectivement au long de ces 11 mois de projet.
Nous avons eu une première phase entre juin et décembre 2023. Nous avons déjà parlé un peu de ce que nous avions prévu pour ce projet, qui était le développement d'une plateforme en ligne avec un questionnaire que les entreprises auquel les entreprises ont accès pour soumettre des informations qui ensuite sont évaluées. Nous avons eu la chance, en fait, en commençant notre projet, en discutant avec la Graduate School d'intelligence artificielle et de sciences des données à l'UPCT, on nous a proposé, en fait, de profiter des étudiants du temps et des projets que les étudiants de licence 3 sont censés faire à chaque année, des projets concrets. On nous a proposé de soumettre notre projet à des étudiants qui pourraient nous aider à développer un prototype de plateforme. Et il fallait que ça soit fait à partir de janvier. Il fallait qu'en janvier, ils puissent avoir le cahier des charges pour la plateforme. Donc, nous avons concentré nos activités de recherche, collecte de données, analyse des données collectées. Nous avons commencé, évidemment, il y a une recherche documentaire. Nous avons étudié des rapports publics d'entreprises, des sites de fondations d'entreprises qui nous donnaient déjà une idée des types d'initiatives qui sont faites en France, à l'étranger. Enfin, nous avons choisi certains pays. Nous avons essayé de aussi sélectionner des entreprises qui étaient assez diverses, hein, en fait, en taille, en secteur, selon le type aussi. Certaines, pour les fondations d'entreprises, elles étaient intégrées à l'entreprise, alors que parfois, c'est complètement indépendant. Donc, en fait, nous avons essayé de choisir des entreprises qui nous donnaient, en fait, une représentativité, même si ça reste un échantillon. Comme disait Anne-Sida, en utilisant des techniques de questionnement de la médiation, surtout de la médiation de projet, on a fait des entretiens avec un échantillon d'entreprises, de représentants du secteur culturel et de municipalités, et que je remercie d'ailleurs, je rate pas l'opportunité de les remercier pour leur temps, pour leur disponibilité. Et à partir de ces entretiens et de la recherche documentaire, nous avons identifié un certain nombre d'initiatives. Nous avons créé un inventaire d'initiatives avec l'idée de pouvoir mesurer justement leur importance en croisant les informations qu'on avait des besoins des entreprises, de ce que les entreprises faisaient déjà, ce qui était facile pour les entreprises, et ce que le secteur culturel nous disait en fait être le plus important pour eux en termes de besoins. Donc, certaines initiatives vont être mieux notées, tout simplement parce que elles répondent mieux, ou en tout cas par rapport à ce que voilà, ça peut évoluer en fait dans les années à venir, évidemment. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'était les initiatives qui ont été considérées comme les plus importantes, ayant le plus d'impact pour les secteurs culturels. Donc, nous avons développé une grille de notation et un ensemble de classements selon différentes catégories, permettant aux entreprises justement de pouvoir se comparer non seulement à d'autres entreprises du même secteur, de la même taille, mais aussi de suivre leur performance. C'est le but en fait de cette plateforme, c'est qu'à l'avenir, avec les fonctionnalités que nous allons développer, cela puisse se faire tous les ans et que les entreprises puissent du coup voir de quelle manière elles sont en train d'améliorer, de perfectionner leurs initiatives et leurs performances dans ce domaine. Donc, nous avons finalisé le cahier des charges pour ce prototype de plateforme pour avoir l'opportunité de travailler avec les étudiants d'informatique. Entre janvier et mai, du coup, le projet se finit le 31 mai. Nous avons consacré notre temps à ce travail avec les étudiants pour construire le prototype, pour tester cette plateforme, ce prototype de plateforme qu'ils vont vous montrer un petit peu. Tester les classements, tester les notations avec des données qu'on a soumises pour ces tests. Et ensuite aussi tester les modèles de rapport qu'on pouvait produire par cette plateforme. Donc, pour l'instant, ça reste un prototype, ça reste relativement simple en termes de classement, mais nous allons vous montrer en fait ce que nous avons comme objectif pour après, en fait, comme format de rapport, format de niveau de service, en fait, différents niveaux de service qu'on pourra offrir à partir de cette plateforme en termes d'analyse des données qui sont soumises.
Nous avons déjà identifié des prestataires de services techniques. Donc, nous avons un partenaire déjà en technologie de l'information qui va nous accompagner pour développer les autres fonctionnalités de cette plateforme. Évidemment, nous sommes en pleine recherche de financement additionnel. Et évidemment, entre janvier et mai, nous avons préparé ce webinaire pour pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Cette diapo vous montre les 4 entreprises pilotes. Ce sont les entreprises qui ont accepté de nous accompagner depuis le début. Coface, Michelin, Yet et la Maison du Puy, qui ont accepté qu'on puisse les citer en tant qu'entreprise pilote et qui ont donné leur feedback, leur retour en fait sur au long du projet, sur les différentes étapes et les différents documents qu'on produisait. Le questionnaire, donc comme je vous ai j'ai mentionné avant, nous avons fait donc ce croisement de données collectées du côté. Liliane va sortir et va se reconnecter et je vais prendre la relève dès que. Donc là, la méthodologie en fait pour noter les entreprises a été fondée sur la collecte de données qui a permis à partir notamment de différents rapports des entreprises, des fondations et surtout des interviews avec notre échantillon d'entreprises, de pouvoir à la fois identifier les données pertinentes et collecter les données qui étaient utiles. Et en plus, là, nous n'avons plus le PowerPoint. C'est un festival ce soir. Alors, les aléas du direct, ça s'appelle là. Vous allez voir comme on s'adapte. Et voilà. Alors. Pardon. Donc voilà. Et Liliane a pu aussi interviewer un certain nombre d'acteurs publics, particulièrement des municipalités qu'on avait pu identifier sur leur implication dans les questions culturelles. Donc à partir de là, elle a pu identifier en fait les différents besoins et les pratiques de nos parties prenantes et collecter, identifier les données qui étaient pertinentes pour continuer à pour élaborer notre questionnaire. Donc, l'utilisation du questionnaire, elle va se faire de différentes manières. Les entreprises, pardon, vont pouvoir soumettre leurs données chaque année à travers la plateforme CSCC. Ce qui va permettre aussi d'avoir un certain de produire, et ça, les étudiants vont vous le montrer tout à l'heure, de produire un classement des entreprises, à la fois en fonction de leur taille et des secteurs d'activité, selon les différentes catégories que nous avons pu élaborer dans le questionnaire. L'objectif aussi est, au-delà de la classification, du classement pardon, des entreprises, d'attribuer une note à ces entreprises afin de pouvoir, eux, s'auto-évaluer dans les différents items qui ont été identifiés et leur permettre ainsi de s'améliorer, de savoir quels sont leurs points faibles ou au contraire leurs points forts et la possibilité ensuite pour nous de produire des rapports à la fois sur la notation et sur le classement des entreprises en fonction de tous les critères que nous venons d'identifier. Ce questionnaire qu'on va vous montrer va permettre aussi de valoriser les bonnes et les meilleures pratiques de ces parties prenantes et des différentes entreprises qui participeront à la plateforme. Donc ça, c'est aussi
un objectif de participation active finalement de ces parties prenantes. Donc je vous avais dit qu'on avait eu la chance de pouvoir compter sur des étudiants de l'université qui ont pu construire ce prototype. Donc ils vont vous montrer ce qu'ils ont fait. On a voulu que ce soit eux qui fassent cette présentation. Donc vous avez de gauche vers la droite, vous avez Séraphin Poirier, Adrien Solo, je reviens sur le voilà, Ryan Semoun et Yazid Maha. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons tout d'abord la bienvenue et vous remercions d'être là ce soir. Pour ce projet, nous avons conçu une plateforme web qui se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa robustesse. Nous avons essayé de suivre au maximum les meilleures pratiques en matière de développement web, en mettant l'accent sur la sécurité, la performance et l'expérience utilisateur. Je vous présenterai la page principale ainsi que le système d'inscription et de connexion. Ryan présentera le questionnaire et Séraphin la page de données et vous parlera des pages annexes, comme la page de contact. Yazid fera une démonstration directe pendant notre discussion. Nous allons commencer la présentation du prototype par la page principale. Elle est composée d'une introduction de la plateforme et du projet CSSC, avec en dessous 3 blocs qui mènent et expliquent à 3 autres pages. Dans le premier bloc, le questionnaire, le second, l'espace de collaboration entre les entreprises, et dans le dernier, qui est encore en cours de développement, une liste de projets qui sera affichée, permettant aux entreprises de consulter et de choisir ceux qu'elles souhaitent financer. Les municipalités et les gestionnaires du site pourront ajouter des projets. En dessous, vous aurez accès à une page des meilleures pratiques si vous êtes connecté. D'autres boutons vous mèneront vers des pages comme la méthodologie, la privatisation des données, les contacts, ainsi que le lien vers le site originel du projet CSSC. Passons maintenant au système d'inscription. Du coup, je disais que Yazid va vous remplir devant vous, puis on passera à la connexion. Au passage, le mot de passe est haché dans la base de données pour prévenir tout risque en cas de piratage. Pour la connexion, il vous suffira de remettre l'identifiant et le mot de passe que vous avez mis lors de l'inscription. Voilà, je laisse donc la parole à Ryan qui va vous présenter le questionnaire. Alors bonjour, passons maintenant à la fonctionnalité principale de la plateforme, le questionnaire. Pour cela, nous allons nous connecter à un profil qui a déjà rempli le questionnaire afin de simplifier la démonstration. En cliquant sur le questionnaire, une boîte de dialogue s'affiche à l'écran pour vous demander si vous voulez reprendre le questionnaire là où vous vous êtes arrêté ou le recommencer à zéro. Dans le cas où par exemple une entreprise composée de plusieurs services, où chaque service est chargé de répondre à une certaine partie de ce questionnaire. Nous allons choisir de reprendre la saisie là où nous sommes arrêtés. En accédant au questionnaire, nous remarquons qu'il est divisé en 7 étapes, où chaque étape représente une thématique sur la diversité culturelle en entreprise. Par exemple, la structure de la compagnie, l'influence des gouvernements, les droits culturels, les politiques et les pratiques, l'ouverture au dialogue interculturel à l'extérieur de l'entreprise, la diversité RH de l'entreprise, et enfin, les investissements en faveur des droits culturels et des créativités dans l'entreprise. Nous pouvons remarquer que chaque étape est divisée en plusieurs questions et sous-questions, où chaque sous-question s'affiche en fonction de la réponse à la question mère. Par exemple, en cliquant sur oui, nous avons ces réponses qui s'affichent. Par contre, en cliquant sur non, nous avons un champ de texte pour expliquer pourquoi la réponse est non. À la fin du questionnaire, nous avons le choix d'enregistrer nos réponses pour y revenir plus tard, ou cliquer sur terminer pour envoyer nos réponses à notre base de données de manière fiable et sécurisée. Nous sommes alors redirigés afin de visualiser nos résultats sur la page de données que Séraphin va vous présenter. Bonsoir, du coup c'est moi qui vais vous présenter la page de données. Donc la page de données, c'est la page qui va regrouper toutes les informations que l'entreprise a données à la plateforme.
Et on commence par les informations qui ont été rentrées à l'inscription. Donc voilà, il y a toutes les catégories qui ont été mises et c'est là aussi que l'entreprise va pouvoir les changer. Donc par exemple, si vous passez d'une grande entreprise à une entreprise moyenne ou l'inverse, vous pouvez le changer ici et voilà, ça se met à jour immédiatement. Donc voilà, ensuite, on pourra, sur cette page, télécharger un rapport, qu'on vous montrera à la fin, qui va vous permettre de garder une trace de toutes les informations qui ont été rentrées. Ensuite, on a les classements qui vont donc permettre aux entreprises de se rendre compte, d'où elles en sont par rapport aux autres, dans le domaine de la diversité culturelle. Donc il y a 3 classements qui sont présents sur cette page. Il y a le classement général, le classement par rapport au secteur et le classement, par rapport à la taille de l'entreprise. Les classements, ils sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils réagissent immédiatement, à n'importe quel changement. Donc là, comme on peut le voir, on va passer d'une petite moyenne entreprise à une micro-entreprise et voilà, les classements ont changé en fonction, alors là, c'est pas très explicite, je crois qu'avec une grande entreprise, on va mieux le voir. Hem, si ça marche. Oui, voilà. Là, on l'a vu, on était classé, 1er parmi les petites ou moyennes entreprises et dans les grandes entreprises, on est classé 5e. Donc voilà, les classements réagissent directement, aux informations, qui sont données. Donc ensuite, on peut aller voir les graphiques. Il y a 4 graphiques sur cette page qui vont encore une fois permettre, pour les entreprises d'avoir une meilleure idée de leur score et de ce que le score veut dire. Donc là, par exemple, on a un graphe qui, montre la contribution à la diversité à l'intérieur de l'entreprise. Donc en vert clair, on a le score de la compagnie, enfin de l'entreprise, pardon et ensuite on a le score moyen et le meilleur score. Donc voilà, avec les chiffres qui s'affichent. Là, ici, on a la même chose avec la diversité en dehors, de l'entreprise et ensuite on a 2 autres, graphes qui, eux, sont plus précis, puisque en fait, ils vont reprendre exactement les catégories du questionnaire, et donc afficher le score de l'entreprise, le score moyen et le meilleur score. Donc voilà, ça va permettre aux entreprises d'avoir une idée très précise d'où ils en sont par rapport à chaque critère de notation et peut-être, d'imaginer des axes d'amélioration, à choisir. Donc voilà. Donc ensuite, on va pouvoir vous montrer le téléchargement, de cette page, ce qu'il donne. Voilà, là, on peut télécharger un PDF qui va s'afficher comme ça. Ça va permettre aux entreprises de garder une trace des informations qu'elles ont rentrées, et de voir, comment leur score, a évolué, peut-être après avoir implémenté, différentes, différentes idées, pour, contribuer à, la diversité culturelle à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc voilà le PDF qui se génère. Donc voilà pour la page données, et donc je vais vous présenter les quelques pages annexes, qu'il y a, à commencer par, la méthodologie de notation. Donc voilà, cette page, elle est là vraiment, dans une démarche de transparence avec l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va expliquer sur cette page comment les notes sont générées et voilà, c'est vraiment, pour que les entreprises puissent avoir une idée, précise de ce qu'on a fait avec leurs réponses et voilà. Ensuite, en plus de cette page, on a une page, de politique de protection des données. Il y a pas de données personnelles, qu'on garde, à part l'adresse mail. Mais voilà, en dehors de ça, normalement, c'est que des données publiques. Mais donc du coup, cette page, elle récapitule, l'objectif de la donnée, des données qu'on garde, la base légale, et les catégories de données. Donc voilà, pareil, c'est encore dans une démarche de transparence avec les utilisateurs. On veut que, le projet soit le plus transparent possible. C'est normal et la dernière page qu'on va vous présenter, c'est la page contact.
Cette page, elle a un objectif principal qui est donc de contacter les personnes responsables du projet. Donc, si vous avez une question, par exemple, si vous voulez dialoguer avec les responsables, eh bien, vous pouvez utiliser cette page. Et le deuxième objectif de cette page, c'est si vous avez un projet à soumettre à la plateforme, et ben voilà, là on le voit, vous avez un formulaire qui se télécharge et qu'il faut remplir pour l'envoyer et voir si le projet ou non va être accepté. Et dans le cas où le projet est accepté, il sera mis sur l'espace de collaboration entre les entreprises et les projets. Donc voilà, pour nous, on a fait le tour du site. Merci de nous avoir écoutés et si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre, voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions? Si vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des questions pour les étudiants, parce qu'ils vont peut-être pas rester jusqu'au bout, mais ils seront heureux de clarifier quelque chose. Donc voilà, s'il y a des doutes ou des questionnements sur les différentes fonctionnalités, sur ce qu'ils ont construit, sur la technologie utilisée. Non? Donc comme vous avez vu, on vous a montré, en fait, le prototype permet d'avoir un premier classement. Ah, obrigada, Jussamara. Donc ça nous permet d'avoir un premier classement, enfin, les premiers classements des entreprises selon le secteur, selon la taille. Mais nous sommes en train de développer depuis, en fait, en parallèle, nous avons travaillé aussi sur d'autres niveaux de services ou d'autres niveaux de détail de l'analyse des données qu'on a collectées, avec l'aide de Shane Quinn, qui est avec nous et qui va vous montrer un peu les choses que nous sommes capables, en fait, d'analyser en termes de données qu'on a collectées. Et une fois que la plateforme sera complexifiée, qu'on aura toutes ces fonctionnalités, nous aurons justement ces autres classements, ces autres niveaux d'analyse de données. Oh, apologies. I tried to go on video there, but Mes it won't let me. excuses, je So voulais thank ouvrir you, mon Lillian, and vidéo, thank mais you je ne to the pouvais entire pas. team for Merci à inviting me to this Liane et à fantastic toute webinar. It's l'équipe been de really m'avoir invité interesting à to ce hear everything so superbe far. webinaire. C'est My name très is Shane intéressant Quinn. I'm based in Ireland, and d'entendre I've been tout ce que assisting vous this great avez team with their work on producing some partagé. of Je the suis en reporting. Irlande et je So travaille sur all the la façon data de and the rapporter dashboards that les you'll see données on et screen la here comes façon dont automatically from cela fonctionnera the sera questionnaire affiché à responses. l'écran. And this one in La façon particular dont here on va is the recueillir les questions au company dashboard. questionnaire. Ici, I would c'est love to explain all this in French, but ce que unfortunately nous aurons du my côté de la knowledge doesn't compagnie. extend Et past je basic m'excuse school level, so I don't want to que mon embarrass myself. français n'est pas bon du So tout, this is an mais je example of voulais the company au moins report you'll see partager. on screen here. This is Alors, sur specifically what l'écran, each individual company, the spécifiquement, data vous that they will see. verrez les This is a données que snippet of the chaque information. There's compagnie so much verra. more C'est information un that will éventail, go c'est into un this, tout petit but at a high échantillon level, this des is what I've données developed so qu'on far. verra à un And you can see niveau similar to what the plus guys have large. developed Donc, on the voilà ce que j'ai website. You have développé the jusqu'à total score présent et ranking. It les tells you membres de exactly l'équipe as a company how you de rank de compared to notre all the other organisation companies that have ont been surveyed. développé It also comment tells you financially how much et à investment, where quel you are niveau on the ranking. d'investissement les It différentes shows you all compagnies the data ont regarding to été your diversity within the company, the étudiées. On vous diversity donne les outside the données dans company. la It compagnie, la tells you your diversité qui score, how existe your dans la score compagnie. Ça vous compares to donne the un average score, score, and how it un score compares to the best comparable score. So à what une the moyenne level is you want to et aim ça at to get vous to. donne aussi une There we can see perspective at the bottom d'où as well, vous we êtes have par lots of rapport à un information around but que vous diversity, essayez d'atteindre in the company's human resources. Yeah. au niveau des ressources humaines de la I compagnie. think we on to the next slide. Sur la prochaine So this transparence. slide
this dashboard here forms part Ici, of ce the tableau de internal bord fait dashboard, so separate to partie what the companies will du see. tableau de The bord internal team interne will de la see compagnie. Ce que another l'équipe dashboard. This interne gives a lot verra est un more petit peu granular différent information for et l'information comparing est companies. beaucoup So plus détaillée. these charts and graphs will show you, for Alors, ces example, différents how many graphiques, companies ces or différents departments tableaux specialize in expliquent cultural diversity, and you comment can see les there différentes from the compagnies se example spécialisent sample data, en only one diversité specializing culturelle. or Ici, 3 vous don't. voyez, il y a And then under that, une even more compagnie, granular deux data, compagnies seulement data qui, showing how qui many ont des countries initiatives the alors que companies operate trois on n'en ont pas. versus how many Pardon, une qui en a, nationalities are trois n'en ont represented pas. On among vous donne those aussi le nombre de employees in personnes the ou company. d'équipes qui So sont lots of dévouées really aux good granular relations data based on avec all the les information projets that the companies artistiques et on vous supplied donne in the beaucoup de questionnaire. détails, de l'information And then très on the last granulaire. slide, Et sur la dernière this is transparence, the main dashboard. And again, this ça is c'est part le of the tableau internal de dashboard for the bord team. And this principal shows qui all est the utilisé companies, par l'équipe à ranked by l'interne value, et on ranked vous by sector, so we can see indique les how différentes well they are performing, not overall, but compagnies even by classifiées sector. par So we've valeur. got, as an example here, the Et vous banking and verrez insurance ici sector au and niveau the footwear, textiles and clothing sector. bancaire, vous We've avez also aussi baseline that des against the average. compagnies au niveau And down at the bottom, euh, again, getting more de la granular, showing chaussure, the score des versus the textiles, average et in vous allez those voir additional ici questions like company des structure, questions par cultural rapport à rights, influence in la government, structure de things la like that. compagnie, les droits culturels, Thank you very les much. normes I'll hand it back over to gouvernementales you, Lillian. et ce genre Thank d'informations you, est tout Shane. à Thank you so much. fait disponible. On peut passer à la prochaine. Merci beaucoup, Je suis Shane. désolée, j'ai aucun contrôle sur les. Donc, je vous ai parlé des futures fonctionnalités qu'on souhaite ajouter à la plateforme. Donc, la première, les étudiants d'informatique vous ont montré la possibilité de nous soumettre des projets via un formulaire qu'on a déjà intégré au prototype. L'idée, c'est aussi que les municipalités qui voudraient participer à la plateforme puissent avoir leur profil et elles aussi présélectionner des projets culturels qui ont un impact sur la diversité culturelle locale, qui pourraient ensuite être choisis par une entreprise pour tout type de soutien. Donc, on a vu qu'il n'y a pas que le soutien financier. Donc l'idée, c'est qu'on puisse développer cette partie. Ça ne fait pas partie encore du prototype tel qu'on l'a aujourd'hui. Nous allons aussi intégrer l'intelligence artificielle générative pour que les questionnaires puissent être pré-remplis. Donc nous savons à quel point les entreprises aujourd'hui passent beaucoup de temps à remplir des questionnaires, à soumettre des données, à faire du reporting. Donc l'idée serait de partir des documents qui sont déjà disponibles publics de ces entreprises pour ensuite avoir un pré-remplissage du questionnaire qu'elles n'auraient qu'à vérifier et à valider. Elles auront la possibilité évidemment de suivre leur performance et la tendance sur les différents critères qu'on applique dans les questionnaires au fil du temps. On a aussi l'objectif de créer un prix ou un label pour les entreprises les plus performantes. Et comme vous avez vu, les deux piliers à côté quand les étudiants vous ont montré le prototype, nous avons trois piliers, en gros, le questionnaire, un espace de collaboration entre entreprises. Donc ça vient du besoin exprimé par beaucoup de personnes que nous avons interviewées au sein d'entreprises qui nous disaient qu'ils aimeraient bien pouvoir échanger avec des entreprises de même taille, du même secteur, dans un même pays, tout simplement pour comprendre comment ils font pour relever certains défis communs. Donc ça fait partie aussi des fonctionnalités futures de la plateforme et un espace d'échange entre les entreprises et le secteur culturel, des artistes, où justement nous aurons d'un côté des appels à projets d'entreprises et de l'autre côté des projets soumis soit par des municipalités, soit présélectionnés par notre équipe du projet CACC. Je te passe la parole du coup, merci. Alors sur les prochaines étapes, actuellement, on est surtout en recherche de financement puisque notre premier financement dans le cadre de la prématuration s'achève à la fin du mois. Donc nous avons déjà postulé pour un financement BPI France qui est plutôt centré sur
valorisation de projets tech et de mise sur le marché, enfin de création d'entreprises tournées vers les technologies et qui nous permettrait aussi de travailler avec Liberté Living Lab, qui est un incubateur favorisant la création d'entreprises. Alors plus précisément, nos besoins en termes de financement sont multiples. D'abord, le financement du partenaire Nouvelles Technologies, Poiesis, pour nous permettre de développer, enfin de mettre en place et de développer la plateforme avec toutes les fonctionnalités que Liliane vous a expliquées. Financement également pour les aspects juridiques et réglementaires, savoir quelle est la meilleure structure envisagée pour développer le projet. Il y a différents types de structures qui peuvent s'offrir à nous, une entreprise, une ONG. Dans le cadre de notre projet, en fait, différentes solutions s'offrent à nous et il faut pouvoir faire une étude sur la structure qui sera la plus appropriée. Il s'agit aussi de financer la direction, le management, la coordination de notre projet et de la future structure, tous les aspects communication et marketing. Et puis, il ne faut pas oublier que ce projet, c'est d'abord un projet de recherche, même si il s'inscrit dans une logique de valorisation. Donc, il faut continuer, évidemment, la recherche, l'analyse, le travail de développement des données du projet SSC tel qu'on l'a conçu. Donc vraiment, notre objectif, c'est de pouvoir offrir des services, notamment les rapports sur les analyses de données, à la fois pour les entreprises, pour des organisations internationales, pour des acteurs publics. Alors, vu la méthodologie qui a été mise en place grâce aux techniques de médiation, si cette méthodologie fonctionne, on arrive à montrer en fait qu'elle fonctionne dans cette mise en relation de différentes parties prenantes, privées, publiques, et puis ici un secteur particulier, la culture. Notre idée est de promouvoir en fait cette méthodologie dans d'autres secteurs, et notamment de l'appliquer au secteur, par exemple, de la cybersécurité, qui là aussi fait intervenir des acteurs publics avec des objectifs particuliers, des entreprises et tout un écosystème de la cybersécurité. Donc on pourra tester la méthodologie mise en place sur les questions de cybersécurité, les questions culturelles, pour savoir dans quelle mesure il faut adapter finalement cette méthodologie dans des secteurs différents, avec des logiques différentes, ce qui permettrait à terme de déployer finalement la méthode CSSC, j'ai envie de dire, à plein d'autres secteurs où il s'agirait de permettre aux politiques publiques de répondre à des objectifs propres à un secteur économique particulier et faciliter la mise en relation entre les entreprises d'une part et les autres acteurs d'autre part de ce secteur. Donc si tout ça fonctionne dans le développement de notre projet, on pourra décliner cette méthode vraiment dans beaucoup d'autres secteurs différents en fonction de nos spécialités de recherche notamment. Donc, il est temps maintenant d'ouvrir la discussion et je laisse à nouveau la parole à Liliane et à tous nos intervenants. Bon, je voudrais dire quelques mots donc sur Sandra, qui est une amie que j'apprécie énormément, qui est directrice juridique de L'Oréal au Brésil. Elle est avocate avec plus de 30 ans d'expérience, spécialisée dans le droit des relations avec les consommateurs. Elle a un master en droit diffus et collectif, un MBA en gestion de business, que des excellentes universités au Brésil. Elle est aussi vice-présidente chargée des questions juridiques et de conformité de l'Institut Mulheres do Varejo. Il a été élu pendant 5 années consécutives comme l'un des directeurs juridiques les plus admirés du Brésil et a figuré pendant 2 années consécutives aussi dans The Legal 500 comme l'un des directeurs juridiques les plus influents du pays. Elle va être accompagnée de Dione Assis, qui est la fondatrice de Black Sisters in Law, une initiative géniale que j'ai pu connaître grâce à Sandra.
qui rassemble plus de 3000 avocates noires au Brésil et à l'étranger. Dione est avocate titulaire d'une licence et d'une maîtrise en droit à Rio, spécialisée en droit public et privé, doctorante en droit. Elle est associée d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Galdino Coelho Advogados, travaillant dans le domaine de la restructuration et du redressement d'entreprises, du contentieux stratégique d'entreprise. Elle est directrice de projet de l'International Women's Insolvency and Restructuring Confederation au Brésil et conseillère du Conseil des femmes d'affaires de l'Association commerciale de Rio de Janeiro. Je vais dire quelques mots en portugais, juste pour compliquer un petit peu le travail des interprètes. Donc, muito obrigada, Sandra e Dione, Donc, por esse merci presente infiniment, que vocês estão dando pra Sandra et gente hoje, Dione, pour ce compartilhando essas cadeau que vous nous iniciativas faites que en partageant vocês têm ces desenvolvido para initiatives mais que vous avez diversidade cultural, mais développées inclusão pour no plus, Brasil créer e, plus claro, d'inclusion, de diversité foi com culturelle au a Brésil influência da et à L'Oréal, com a l'extérieur. influência do seu Et grâce projeto, avec Dione, l'influence de a gente L'Oréal, espera que isso l'influence de possa de ton se projet, Dione, multiplicar. j'espère que ces projets vont ne faire que se multiplier. Bon, merci, merci à vous. Bonjour à tous. Je m'excuse par avance après de de vous tous pour mon français très limité. Même si je suis mariée avec un mec français, je suis étudiante de français. Bon, je fais des erreurs, mais c'est bon. Bon, c'est un plaisir d'être avec vous. Je connais Lilian depuis beaucoup d'années. Lilian, c'est une professionnelle, une personne que j'admire beaucoup. Bon, et je suis très heureuse de partager des initiatives que L'Oréal et maintenant le juridique de L'Oréal a commencé à mise en place pour promouvoir la diversité. Bon, Lilian j'ai déjà me présenté, merci pour ça. Et je voudrais dire que dans toutes ces entreprises, j'ai participé des comités de diversité et des initiatives, mais je pense que quand on a seulement les politiques ou beaucoup de gens qui sont pas au fond de la discussion, on va pas voir des résultats. Et quand je vois ces méthodologies qui vous êtes en train de mise en place, je pense que ça va aider beaucoup les entreprises à voir les initiatives qui sont effectives. C'est pour ça que je suis très heureuse de participer de ces projets, même si je suis là seulement pour partager des initiatives de L'Oréal, mais vous savez que je vais t'aider, même comme personnellement, parce que c'est une discussion que j'adore et que je vais aider. Bon, je vais partager mon écran un moment, s'il vous plaît. Bon, c'est ça. Bon, L'Oréal, c'est une entreprise qui dispose d'un département de diversité et inclusion très structuré, avec diverses initiatives d'inclusion. Et le département juridique a également voulu faire partie de cela. Non comme un simple acteur secondaire, mais comme un créateur d'opportunités. Et c'est pour ça que l'année dernière, le département juridique a créé 2 initiatives très importantes pour nous. Un, c'était le Pro Bono Day. C'est cette initiative où les avocats du département juridique conseillent dans un jour, pendant un jour par an, tous les employés de l'entreprise qui voudraient, qui ont des questions juridiques pour régler. On ne parlait pas des sujets de travail, mais on parlait de tous les autres sujets. Et la même initiative, elle est étendue, elle a fait à une communauté, une favela, près de L'Oréal. Ça, c'est important pour nous parce que c'est une contribution pour la santé psychologique des employés. Parce qu'on les aide à régler les choses qui, pendant la vie, on reste un peu anxieux. Une autre chose que le département juridique a mis en place, c'est un SLA, Service Level Agreement. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais
Nous sommes en train d'évaluer les avocats qui embauchent les prestataires de services à travers des objectifs très visibles. S'ils ont des succès dans les actions, s'ils nous donnent des informations correctes, bon, et c'est la qualité des services, c'est bien. Et on a mis en place un autre SLA qui s'appelle la SLA de diversité pour évaluer les prestataires de services pour les initiatives effectives de promouvoir la diversité. C'est ça. Et on a fait on a invité tous les prestataires de services pour nous informer des initiatives qu'ils ont, les résultats effectifs, et on lui donne un prix de diversité qui c'est très bon pour les prestataires de services et pour faire la consolidation des initiatives pendant des années. Et maintenant, pour moi, c'est la cereja do bolo. Je ne sais pas comment je peux dire ça en français. Lilian, aide-moi. On a fait un partnership. Oui, c'est ça. On a commencé une initiative avec Johnny Assis des Black Sisters in Law. Cette initiative qui a commencé, je pense, il y a un mois. Et j'ai rencontré Diony dans un événement de L'Oréal et on a été très proches. Et nous avons lancé notre partenaire 2 jours après que nous sommes rencontrés. Et grâce à ces partenaires, le département juridique de L'Oréal fera appel aux avocats associés à Black Sisters in Law pour divers services. Parce que Johnny nous a raconté la difficulté des avocats d'acheter de bonnes opportunités à cause des préjugés. C'est pour ça que nous sommes maintenant partenaires des Black Sisters in Law et on va travailler pour les services juridiques, mais aussi pour les mentorias et aussi pour partager des initiatives, pour partager des connaissances. L'Oréal a beaucoup de connaissances dans quelques sujets et Black Sisters in Law aussi pour autres sujets. On va créer on a créé déjà un partenaire très important pour les deux entreprises. Et je vais laisser Diony parler un peu des Black Sisters in Law. C'est un projet incroyable de diversité. Et après, on va donner notre opinion pour la méthodologie qui vous êtes en train de créer ici avec les universités de Paris. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Diony, Dione, je te donne la parole. Bonjour, bon après-midi. C'est l'après-midi ici au Brésil. Merci de votre invitation. Je suis Dione Assis, je suis la fondatrice de Black Sisters in Law. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci de votre invitation parce que c'est vraiment tellement important pour notre initiative qui va fêter son 2e anniversaire ce mois-ci. Les Black Sisters in Law, c'est une initiative qui rassemble près de 4000 avocates noires dans tous les États du Brésil. Et comme c'est écrit ici, notre but c'est de connecter ces professionnels avec des emplois dignes de leur niveau pour qu'elles puissent être employées à un niveau digne.
de leur formation. Et vous vous demandez peut-être quelle est la grande difficulté au Brésil? Pourquoi est-ce que le Brésil a besoin d'une initiative comme Black Sisters in Law? Eh bien, le Brésil, c'est encore un pays qui reflète des problèmes structurels en termes de race. Et c'est la raison pour laquelle, bien que nous soyons un pays en majorité noire, nous sommes 56% de la population, c'est un pays qui a encore du mal nous avons encore du mal à obtenir des opportunités sur le marché du travail. Donc, on parle d'avocates qui ont réussi à entrer à l'université, à se diplômer. Souvent, dans beaucoup de cas, c'est la première de leur famille à aller à l'université. Souvent, c'est la seule femme noire de leur classe. Mais une fois diplômées, elles n'arrivent pas à se connecter aux opportunités de travail de leur niveau. Donc, comment est-ce qu'on peut accélérer le changement pour que ces femmes aient accès aux opportunités dans la profession qu'elles ont choisie? Donc, les Black Sisters in Law essaient de trouver une solution pour connecter ces professionnels avec le marché du travail, avec des professions juridiques. Et L'Oréal, c'est notre dernière conquête avec laquelle on a qui va permettre qui va aider ces femmes, ces avocates noires à travailler sur le marché juridique, non seulement dans les professions juridiques, mais aussi dans le mentorat. Et on s'est déjà associé à d'autres entreprises. Et aujourd'hui, on peut vraiment affirmer qu'on a connecté plus de 500 avocates de notre réseau à des opportunités, à de vraies opportunités. Je veux dire, des opportunités dans le cadre desquelles elles peuvent recevoir un salaire pour les services qu'elles proposent. Et donc, on commence seulement, ça fait seulement 2 ans qu'on est en route, mais nous croyons vraiment que ce projet va mettre en valeur l'excellence de ces avocates. Et nous espérons aussi continuer à travailler avec vous. J'admire beaucoup la plateforme que vous avez créée parce que c'est une plateforme qui va vraiment nous rendre visibles en tant que les types d'initiatives comme le nôtre, Black Sisters in Law, aux yeux des entreprises qui recherchent l'excellence dans leurs produits, dans leurs services, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas essayer de développer son activité sans se préoccuper de son impact social. Donc, encore une fois, merci infiniment pour cette opportunité. Merci infiniment à toi, Diane. Merci, Sandra. Je vais passer la parole à Sylvia, parce que comme on a un petit peu de retard, on laissera peut-être les questions pour la fin. Silvia Bertozzi Heidrich, elle est aussi brésilienne, est devenue une amie très proche. Elle est la Global Diversité, Équité, Inclusion, la Global Champion pour la diversité, équité et inclusion chez Coface, qui est l'une de nos entreprises pilotes. Elle nous a soutenus depuis le tout début. Elle a une double formation en psychologie et en administration des affaires, plus de 24 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines. Elle a mené de nombreux projets dans divers domaines de la gestion et du leadership. Et son parcours au sein de Coface a commencé en 2012 en tant que responsable des ressources humaines pour le Brésil. Ensuite, elle a assumé le rôle de responsable des talents pour l'Amérique latine avant d'occuper son poste actuel au siège en France, où elle supervise les initiatives et les projets transversaux en matière de ressources humaines en tant que Global Champion de la diversité, équité et inclusion. Sylvia, puisque tu vis en France, je te dis de tout mon cœur merci beaucoup en français pour ton écoute, pour ta disponibilité, pour ton expertise, ton soutien sans faille depuis le début de ce projet, à chaque étape de notre projet. Donc, muito obrigada mesmo. Et je te laisse faire ta présentation. Je pense que tu vas la faire en anglais, ça va être plus simple aussi pour les interprètes.
Merci Lilian et bonsoir à tous. J'aimerais faire cette présentation en français, mais mon niveau de français ne me permet pas encore. Peut-être une prochaine fois, donc j'ai parlé en anglais. So, I'd like to talk about COFAS. So you Donc, have a view. je So voudrais COFAS is parler an de insurance COFAS, company, qui est une and this compagnie is a global d'assurance. company. So Et c'est COFAS une today has assurance, 58 une is compagnie, une present in entreprise 58 mondiale. different Elle est countries. We have présente more dans than 80 58 different différents pays, nationalities, and we have avec plus de 10% of our 80 workforce nationalités, et working 10% outside their home notre country, like de nos me. ressources No, humaines I'm travaillent Brazilian à working l'extérieur, in loin the de headquarters. So I leur could say pays by natal, this comme that moi, we are non? pretty Je suis much brésilienne, mais a je vis en multinational France et je company. travaille en Brésil. Donc, But nous sommes vraiment une what multinationale. makes me Mais think that we ce are a qui me fait multinational penser que company nous is not sommes une these entreprise numbers, multinationale, ce ne sont pas actually ces how chiffres, we mais are en fait, managing comment our cultural diversity. nous menons So, notre what I diversité really believe culturelle. that COFAS Et ce que je embraces crois, the c'est que difference, COFES vraiment embraces the cultural embrasse la diversity we have, différence, la and this diversité is making culturelle, COFAS not, qui est notre let's say, atout, a et qui French fait de company COFAS present in non pas 58 countries, but une really entreprise an international française présente company dans with a 58 French pays, mais origin. plutôt So I would do une this entreprise differentiation, but présente this is dans really because beaucoup of de pays diversity. différents et So, d'origine française. when Lilian invited me to Et quand pilot Liliane this m'a project, I was invité really à glad être to take part of it copilote because I think this is une something entreprise that pilote de we ce really projet, need, j'étais this kind vraiment of project. heureuse de le faire This parce is qu'on a going vraiment besoin de ce support type de not projet. only COFAS, Ça but nous other aide, companies ça n'aide pas seulement to COFAS, mais upskill the aussi modular d'autres vision, compagnies and we à really need to améliorer, have à some external changer la benchmarks to vision understand globale where et we on a are. besoin d'avoir des So, normes, des repères pour savoir où what I on would en say est. that in Et ce que je diversity, voudrais we dire, have c'est lots que of dans la good intention, diversité, on but a good beaucoup intention de per se bonnes does not intentions, make mais a les bonnes company intentions diverse seules and inclusive. ne So we rendent need pas more than this. So une we need to be entreprise compared diverse with et similar inclusive. companies. We need Donc, to il be faut se compared comparer entre to the différentes market in entreprises, il faut se general, and comparer also sur le reflect marché, avec le reality in marché our en général, society. et pour que ça reflète la And we réalité already dans have nos this when sociétés. I talk about Et on other a pillars et on quand je diversity, parle we have this d'autres on de gender, piliers dans so la we can diversité, compare on a with bien other sûr companies un of the agenda same pour pouvoir size. se We have this comparer avec d'autres mixed on entreprises de la même taille. LGBTQ+ On a people. aussi We have this on sur age. ce So I thème, think this le thème project is really, really des important gens because LGBT, it's also in des line populations with this, LGBT, and parce que tout now ça we c'est have vraiment this aligné. project Et to maintenant on a fulfill ce our needs on projet the cultural qui peut sector. aussi répondre à nos What I besoins could sur share dans le with secteur you being a culturel. pilot Et ce in que je this voudrais partager project, avec vous, I will puisque mention en tant three qu'entreprise pilote dans aspects. le projet, je voudrais First mentionner one, trois aspects. when I Le was premier, c'est que participating quand j'ai and participé answering the et je questionnaire, répondais au I was already questionnaire, learning. So it was j'étais very déjà à interesting ce moment-là, because you j'ai have an appris. idea where Parce you que are, ça nous donne une idée de where your là company, où if on en your est, company is ou going to the right track or si not. So si we votre should not entreprise have va an être déjà dans assumption. la We should be dans la sure. bonne So direction when ou I non. was Donc, answering, I sans already became assumption. aware Donc, where we are rien qu'en working remplissant le well. questionnaire, As j'ai Antida déjà said, eu une we have idée de là external où diversity. So I know that on external diversity, we are on not allait that, bien, là où let's say, on engaged fonctionnait yet. bien. But Là, on internal si diversity, we are giving au niveau de more la focus. So this is the first thing. par exemple, And then au niveau when de you are answering, au you niveau have also interne. good Et puis, practices quand on because you répond à ce learn some good questionnaire, quand on practice remplit ce that I've questionnaire, never thought about before, ça nous but fait rend conscient de bonnes pratiques auxquelles j'avais même pas pensé The avant, second is et what que I des just choses que je peux mentioned. déjà I mettre think en it's to pratique. have this external Et la benchmark deuxième where we chose, can be c'est compared. dont This j'ai is déjà parlé, for c'est d'avoir us, ces BNI repères. professional, is also D'avoir, important because we need to pour go moi, to en tant the que professionnel, c'est executive vraiment teams important to parce ask qu'on doit resource, aller to ask budget, rapporter au and then niveau we say, exécutif okay, pour demander des we ressources, need des some budgets. data to say, Et to on a prove that besoin we need de to do more. données So pour this prouver external qu'il faut comparison faire and mieux. data Et is donc, ces really comparaisons key et ces factor données for us externes sont vraiment des to go facteurs clés further on pour que nous BNI. puissions aller plus loin Last but dans not le least, DEI. I think it's Et to enfin, create this pool of l'idée de professionals on créer BNI cet where we can ensemble exchange, de we professionnels où nous can pouvons build avoir des together échanges, où some nous pouvons initiatives. Why construire des not? initiatives So I ensemble, believe pourquoi that pas? diversity Je should crois que go vraiment, beyond the la diversité devrait organizational aller walls, and au-delà this is des something that murs de would l'organisation. benefit the Et c'est quelque community chose qui in va general. No? bénéficier So I would la highlight this communauté dans three son aspects.
ensemble. Donc, je voudrais vraiment mettre ces trois aspects, les souligner. Voilà. En DEI, on fait beaucoup de choses différentes. Donc, on est vraiment concentré sur ce pilier culturel qui est au centre. Comme beaucoup d'entreprises, on a des comités qui discutent, qui prennent des décisions. Ces comités à GoFact sont vraiment divers en termes de culture. Donc, on n'a jamais
on n'a pas d'équipe exécutive qui n'est formée que de Français. Donc c'est pour vraiment qu'on ait différentes voix qui viennent de différentes régions pour décider de comment répondre le mieux possible aux besoins de nos consommateurs. Et ça nous aide vraiment d'avoir cette vision plus élargie, d'avoir ce multiculturalisme vraiment apporte ses avantages. Et en tant qu'entreprise, on a une formation à l'inclusivité, des formations de leadership inclusif et pour former à la diversité culturelle. Et on a un problème qu'on appelle le mentorat renversé. Et ça, c'est vraiment centré sur les DEI. Et donc, c'est sur des gens, des employés qui vont être mentors pour des leaders plus âgés. Par exemple, j'ai jamais eu 2 personnes du même pays. Donc, déjà, il y a le multiculturalisme est présent. J'essaye aussi de les avoir de différents continents pour élargir encore leur vision et essayer d'avoir des gens d'âge vraiment différents, de genre différents. Donc, la façon dont on fait ces rencontres, donc on associe les gens en mentorat renversé, c'est vraiment un des problèmes qui nous aide à atteindre nos buts, nos objectifs de diversité. On a aussi fait des ateliers de 7h30 pour former des alliances au sein de COFAS. On crée des petits groupes, mais la même chose, on essaye de rassembler des gens de différents pays pour qu'ils travaillent ensemble. Chaque année, on a une semaine de DEI où on a toute une semaine qui est dédiée à différents thèmes du DEI et une journée consacrée à la culturalité. On a des testimoniaux, des gens qui partagent leurs meilleures pratiques, leurs apprentissages. Et maintenant, on fait partie d'un projet de bénéfices inclusifs. Et l'idée avec ce projet, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons améliorer le niveau de bénéfices que nous offrons à tous les employés en termes de maternité, mais aussi de religion. Et c'est là où la culture est importante. Comment est-ce que nous pouvons aider, comment nous pouvons faire de la place pour les fêtes religieuses qui ne sont pas incluses dans le calendrier du pays, des différents pays où nous sommes présents. Et en plus de ces projets qui sont mondiaux dont je viens de parler, on a bien sûr d'autres projets qui sont locaux. Et donc, par exemple, si on parle de la race, les États-Unis, en Afrique du Sud, il y a des projets vraiment spécifiques parce que les besoins en termes de diversité et d'inclusion sont vraiment différents d'un pays à l'autre. Alors, je crois que ce que je dirais, c'est que quoi qu'on fasse, on a encore beaucoup à faire en termes de diversité. Il n'y a pas de ligne d'arrivée en termes de diversité. Et je voudrais penser à la diversité en termes de pensée cathédrale. Quand on entre dans une cathédrale, on se demande comment est-ce qu'ils ont fait. C'est énorme, c'est incroyable. Mais ceux qui l'ont fait n'ont pas vécu pour en voir à la fin. Et donc, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un cadeau ici. C'est le début, brique à brique, c'est notre cadeau pour les prochaines générations. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir de collaborer avec ce projet et je pense qu'il est vraiment, ça va nous emmener au prochain niveau de la cathédrale de diversité. Thank you so much. Je vais donner la parole à Neil Booker maintenant. Merci de votre support depuis les tout débuts du projet. Neil est le directeur à la diversité et l'inclusion chez IEX.
Il a plus de 16 ans d'expérience d'expertise. Il est engagé pour le développement et s'assurer que les collaborations entre les universités incluent dans leur travail la promotion du développement de la diversité et de l'inclusion. Il a travaillé, il améliore la recherche des candidats divers et les pratiques d'embauche par le biais de collaboration avec des entreprises, des universités et des jeunes issus des minorités. Il comprend la mise en œuvre des systèmes. Merci infiniment à chacun. Ça fait tellement de plaisir et je suis vraiment très, très heureux d'être avec vous, de travailler sur ce projet ensemble. Je travaille pour une compagnie qui s'appelle Yext aux États-Unis, mais j'ai également une empreinte à Tokyo, aux États-Unis. 70% de nos employés sont à Chicago, à Washington, D.C. et à New York. On veut quand même s'assurer qu'on ait une approche globale au niveau de l'inclusion, de la diversité. Sa biographie, en passant, elle est sur le site. Je voulais qu'on puisse regarder comment l'histoire de Yext a eu un impact. Donc, en 2021, beaucoup de manifestations et de soulèvements sociaux ici aux États-Unis ont eu lieu et il y a eu beaucoup de défis, pour en dire le moins. Il y a eu beaucoup de pratiques gouvernementales systémiques et au niveau corporatif, un des événements qui a vraiment propulsé les manifestations était le meurtre de George Floyd aux mains des policiers. Et beaucoup de décideurs et de personnes, de dirigeants ont décidé de faire changer les choses. Et depuis ce moment jusqu'à 2024, tant à New York qu'ailleurs, dans des zones plus conservatrices, des gens qui sont tout à fait opposés à toute initiative qui parle de diversité et d'inclusion. Ils détestent ça. Lorsqu'on parle de diversité, d'inclusion et de conscientisation à la diversité, ils détestent ça. Beaucoup de compagnies conservatrices ne veulent pas mettre en place ce genre d'initiative afin d'offrir aux gens d'offrir aux gens des opportunités auxquelles ils ne pouvaient pas avoir accès autrement. Donc, en 2021, Yext a bâti une équipe dévouée afin d'incorporer la diversité et l'inclusion dans tous les aspects des politiques de l'entreprise, des procédures et des programmes de l'entreprise afin d'engendrer une culture d'inclusion, que ce soit au niveau de la couleur, de l'appartenance de genre. Et on parle toujours de cela à nos équipes. Beaucoup de nos clients avec lesquels on fait affaire nous demandent des informations par rapport à la diversité, par rapport à nos pratiques de travail. Donc, c'est pas juste utile à avoir, mais c'est aussi important parce qu'au niveau des coûts, il y a souvent des gens qui veulent savoir qu'on prend les devants sur ces questions importantes. Donc, notre engagement, Yext est engagé afin de bâtir une culture inclusive et diversifiée où chaque personne est vue, entendue et valorisée. Nous croyons à la diversité de pensée et nous vivons ces valeurs au quotidien. Nous avons donc 3 approches. La première est de créer un sentiment de communauté. Il y a beaucoup de visibilité et on veut s'assurer de la visibilité de tout le travail que l'on fait par rapport à l'inclusion et la diversité, par rapport aux
groupe de travail. Donc, à chaque trimestre, on présente à la compagnie les résultats du travail fait dans le domaine de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes réticents, nous ne sommes pas réticents. Certaines compagnies, parfois, le sont par rapport à représenter les données. Et je sais qu'en Europe, des fois, il y a un plus grand défi, mais ici, aux États-Unis, nous pouvons faire en sorte que les gens s'identifient et s'expriment, et on pense que cela aide à relever le défi. Il y a quelqu'un qui a dit qu'une fois, c'est une route infinie. On est toujours en train d'étudier et d'apprendre, et c'est un chemin sans fin. Les index d'affaires, les sondages, comprendre nos clients, nos partenaires, afin de s'assurer que nous prenons les bonnes approches pour rencontrer nos objectifs. Nous voulons avoir aussi un impact donc, sur le domaine des entreprises, dans le niveau des domaines de la technologie, les étudiants noirs en technologie, par exemple, les femmes noires, et on veut toujours s'assurer d'être compétitif sur le marché. Plusieurs autres choses que j'aimerais partager. La diversité et l'inclusion doivent avoir des tentacules, si on peut le dire comme ça, à travers l'entreprise. On veut entrer en partenariat avec des groupes, avec des employés, des groupes pour les ressources aux employés, afin d'avoir des impacts sur tous les différents aspects de la compagnie. On veut rester responsable, donc on utilise différents outils. Quelque chose que je complète en ce moment, c'est qu'il y ait un certain niveau d'égalité et d'équité par rapport à ce qui se passe avec la communauté LGBTQ+. Les gens veulent voir des données, veulent qu'on réponde à des centaines de questions par rapport aux politiques, aux procédures, comment on fait face aux congés parentaux, et on veut, au niveau d'un index pour les questions d'accessibilité, d'équité en matière de représentation des personnes handicapées, et on ne veut pas limiter cela à des révisions, mais c'est un exemple. Par exemple, il y a parfois des données qui sont plus quantitatives, d'autres plus qualitatives. On veut avoir des scores pour les index, par exemple, qui posent des questions. Comment vous sentez-vous par rapport aux initiatives existantes? On veut recueillir les données. À quoi ressemble la représentativité? À quoi ressemble l'inclusion dans notre compagnie? À quoi ressemblent les quotas d'attrition? Et on veut toujours pouvoir améliorer la situation des personnes qui s'identifient le plus à nos initiatives. Et on vous a préparé un petit dossier avec chiffres. Si jamais il y a des gens qui veulent se joindre à la compagnie, on les présente toujours. Au niveau de l'engagement, nos initiatives touchent les gens qui s'identifient ou sont des alliés de personnes qui puissent vouloir se joindre à ces initiatives, des femmes, par exemple. On veut garder l'équipe de la direction responsable. Et c'est incroyable, c'est super d'avoir l'engagement des gens qui sont des partenaires dans ce travail. Alors, il y a des gens ici avec lesquels on travaille de par la planète. On n'a pas nécessairement un bureau dans chacun de ces endroits, mais on a des partenaires. Voilà, des gens avec lesquels on travaille. On parle ici de travail d'engagement, de personnes qui font de l'éducation des équipes. Alors, ici, vous voyez les différents pays où on est présent. Et finalement,
Voilà certaines des choses que les membres de notre équipe font comme parents, que ce soit l'histoire des Noirs, que ce soit le mois de la fierté. Vous voyez, on peut voir de plus en plus d'initiatives afin que la visibilité des initiatives sur la diversité culturelle soit au devant des pensées de chacun. Donc, on va garder un peu de temps à la fin pour les questions et puis y en avoir. Merci beaucoup, Neil, de votre présentation. En plus, tu es en voyage là cette semaine. Antoine Sautenay est le directeur du développement durable du groupe Michelin, qui est également l'une des entreprises pilotes que nous avons eu la chance d'avoir à côté de nous au long de ce projet. Antoine est docteur en droit international, titulaire d'un master en économie de l'École normale supérieure de Rennes. Il est en charge de toute l'orchestration de la performance RSE du groupe Michelin dans ses dimensions sociales et environnementales. Au sein du groupe Michelin, Antoine a précédemment occupé divers postes de responsable des affaires publiques, du commerce international, en Amérique du Nord, au Canada, en Asie, notamment en Thaïlande, et en Europe, au siège à Paris. Il a également été chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et chercheur associé au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Antoine, tu connais depuis longtemps ma passion pour les sujets dont on traite aujourd'hui. Donc, je te remercie beaucoup pour ta confiance, pour ta recommandation aussi auprès de l'Université Paris-Cité au moment où nous avons déposé notre candidature pour ce financement qui nous a permis de développer ce projet au long de ces 11 mois. Donc, je te laisse la parole et je te remercie beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup Liliane, merci beaucoup Ntida. Et effectivement, j'ai la chance de vous connaître toutes les deux depuis longtemps et en particulier, on a eu la chance de travailler ensemble, Liliane. J'ai eu cette chance-là aux affaires étrangères. Donc, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et l'idée, c'est peut-être de vous dire pourquoi le groupe Michelin s'est engagé dans ce projet-là. Qu'est-ce qui fait sa singularité et en quoi cette question de la diversité culturelle fait du sens pour la question du développement durable et la durabilité des entreprises. Comment ça s'intègre dans la stratégie, finalement, durabilité des entreprises. Je me souviens très bien, Liliane, parce que quand on avait évoqué le sujet quand on travaillait aux affaires étrangères, tu répétais souvent et tu mettais en évidence que la culture était une des dimensions fondamentale du développement durable dès le départ dans sa conception, et donc ça m'avait beaucoup marqué. Et je crois que c'est d'autant plus, c'était vrai dans le passé, c'est encore plus vrai demain. Et je fais référence là notamment à la théorie du donut et sur la nécessité dans le cadre de nos stratégies de développement durable dans un groupe comme Michelin de traiter à la fois comment limiter les pressions sur les limites planétaires, mais aussi comment faire en sorte d'assurer un plancher social, notamment pour nos salariés, mais aussi pour la chaîne de valeur. Et de ce point de vue-là, la question culturelle est une question clé qui fait partie fondamentalement du plancher social. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on s'est engagé fondamentalement sur ce projet diversité culturelle. Et ce peut-être pour 3 raisons qui font une singularité pour le groupe Michelin. La première, elle est assez naturelle, c'est que le groupe Michelin, c'est aujourd'hui à peu près 132 000 employés dans le monde, et notamment 121 sites de production dans 26 pays. Et donc on se doit de refléter cette diversité de nationalité, de culture, dans la manière dont nous gérons aussi le groupe, dans son leadership, j'y reviendrai. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point, c'est que ça nous permettra d'enrichir ce qui était présenté précédemment, c'est-à-dire notre stratégie diversité et inclusion. Et je vais y passer peu de temps, mais simplement pour vous signaler qu'elle a été initiée dès 2005, cette stratégie diversité et inclusion, et qu'aujourd'hui, on est en capacité de la mesurer. Donc, on a une ambition en 2030 et on a conçu un indice qu'on appelle IMDI pour Index de Management de la diversité et de l'inclusion, qui est composé de 12 sous-indicateurs et de 5 domaines. La mixité, l'identité, la plurinationalité du management, le handicap et l'égalité des chances. Et ces 5 domaines sont structurants pour la manière dont on gère la diversité et l'inclusion au sein du groupe. Et un point qui est central, c'est qu'on le gère à travers un réseau, donc avec des fonctions corporate dans le département de développement durable, mais nous avons des correspondants dans toutes les régions du monde sur la question de la diversité et de l'inclusion. Et peut-être pour vous donner un exemple très concret qui est relié à la diversité culturelle, c'est la question qu'on a abordée, nous, dans l'optique de la plurinationalité du management.
en effet, compte tenu de cette empreinte industrielle assez importante, au niveau mondial, hein, c'est à peu près 40% des effectifs en Europe, mais 30% en Amérique du Nord et le reste dans d'autres régions. Donc c'est vraiment une empreinte très fragmentée sur le plan mondial. On a conçu cet index et cet indicateur plurinationalité du management pour faire en sorte que toutes les nationalités, donc toutes les cultures, puissent être représentées dans des fonctions centrales, soit dans les régions, soit au niveau du siège, avec une ambition qui est assez forte, qui est en 2030, nous sommes engagés à ce que plus de la moitié des représentants du haut management du groupe, donc des 100 leaders du groupe Michelin, soient d'une nationalité autre que française. Donc c'est quand même un engagement fort qui permet d'appuyer, de structurer la manière dont on gère la question de la diversité et d'inclusion pour le groupe. Et puis bien sûr, on a beaucoup, au-delà des indicateurs et de la mesure de la performance, on a beaucoup d'événements, beaucoup ont été décrits. Donc comme beaucoup d'entreprises, nous avons beaucoup d'événements, en particulier, je dirais, internes et externes. Et si on regarde les géographies, principalement en Europe du Nord, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, il y a quand même relativement moins d'initiatives, notamment en Asie. Je pense qu'il faut être en capacité de le reconnaître. Donc il y a une maturité qui est quand même assez différenciée selon les régions du monde. Et notamment l'Amérique du Nord qui est très avancée, qui a 11 réseaux locaux sur la diversité et l'inclusion, notamment sur les questions de genre. On n'a pas du tout les mêmes maturités. C'est vraiment une question de profondeur historique et culturelle qui fait la différence. Et donc on accorde beaucoup d'importance au sein du groupe parce que ces questions de diversité et d'inclusion soient d'abord et avant tout traitées au niveau local. Le groupe est là pour fixer un cadre, mais les initiatives, elles sont d'abord et avant tout locales. Et donc, il y a peut-être une initiative que je voulais mentionner qui est assez intéressante parce que assez nouvelle. On a mis en place l'an dernier, donc c'est les équipes en Afrique de l'Est qui l'ont mise en place. On a mis en place un festival de la diversité culturelle pour l'Afrique et le Moyen-Orient qui réunit plus de 20 pays avec beaucoup de représentants qui étaient donc pendant 2 jours une mise en valeur de cette diversité culturelle, de la cuisine, de mode d'habillement, de mode de vie. Donc c'était vraiment une manière de mettre en valeur cette diversité culturelle. Donc il y a aussi des initiatives très concrètes qui sont relatives à la diversité culturelle. Et puis peut-être un dernier point qui me semble important parce que dans le projet il y a tout un volet reporting. Je crois que c'est important de souligner que en tendance en tout cas, ce sujet-là va prendre une place de plus en plus importante, notamment au travers de la CSRD, donc la Corporate Sustainable Reporting Directive, et notamment tout ce qui concerne les communautés affectées. Des groupes comme Michelin, mais beaucoup d'autres également, auront vocation à travailler ce qu'on appelle le S3, donc dans le reporting social. Vous avez toute une dimension sociale, et la notion des communautés affectées va prendre une place de plus en plus importante dans les années à venir, et donc tout ce qui permet de mieux comprendre la diversité culturelle, de mieux construire des argumentaires autour de ce qu'apporte la diversité culturelle à la stratégie de durabilité d'entreprise, sont des éléments qui vont structurer notre approche à long terme sur la manière dont nous appréhendons les communautés locales, notamment sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce que tout ce qui relève de la matérialité d'impact nous recentre au fond sur la chaîne de valeur et la manière dont on doit, là c'est plutôt le volet externe de la diversité et l'inclusion, mais comment on doit comprendre notamment les communautés autochtones dans un certain nombre de pays d'implantation de notre chaîne de valeur. Donc ça, c'est un sujet en devenir et je suis assez convaincu que ce projet va nous aider à mieux comprendre ces thématiques. Voilà en quelques mots. Infiniment. Ouais, merci infiniment, Antoine. Merci vraiment. Je voudrais passer la parole à 2 personnes que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Buenos Aires dans le cadre d'une réunion UNESCO en novembre. Je ne vois pas. Est-ce que Magdalena... Donc, bon, je vais introduire. Donc, nous avons Julieta Stellenlicht, qui est experte en gestion de projet. Merci de nous avoir rejoints. Je pense que Magdalena a eu des soucis pour se connecter. Julieta est diplômée en sciences politiques de l'Université de Buenos Aires, en Argentine. Elle est titulaire d'un master en politique publique d'ITEL. Elle a été chargée entre 2021 et 2023 de la gestion de tous les programmes de financement public du ministère de la Culture de la ville de Buenos Aires, ainsi que du système de participation publique-privée Mecenazgo. Et après de nombreuses années de travail dans le domaine du conseil privé,
Elle s'est concentrée sur la gestion culturelle publique, d'abord dans la sphère parlementaire, puis au sein du pouvoir exécutif national et ces 5 dernières années dans la sphère de la ville de Buenos Aires. Donc elle a une vaste expérience dans la formulation et la gestion de projets dans toutes leurs phases. Et elle avait prévu, je pense, d'être accompagnée par Magdalena Suarez, qui est aussi de Buenos Aires, qui est avocate, qui a un master en gestion culturelle internationale et innovation sociale de l'Université Complutense de Madrid. Elle est directrice de la World Cities Culture Forum de l'Amérique latine. Plus de 10 ans d'expérience dans la mise en œuvre de politiques publiques, travaillant au sein et avec des gouvernements locaux et fédéraux, des organisations internationales, des organisations philanthropiques. Nous allons voir si elle arrive à se connecter, on pourra la transférer vers les panélistes. En tout cas, Julieta, muchas gracias. He aprendido muchísimo de vosotras y de vuestra experiencia en Buenos Aires y me dais esperanza para el futuro, ¿sabes? Para un mundo mejor, más inclusivo culturalmente. Entonces, muchas gracias y te dejo hacer tu presentación y espero la presentación de Magdalena, tal vez. Bien, tal como Donc, bien lo comme explicó l'a bien Lilian, expliqué y pour cette Liliane, oportunidad de dar esta charla, et porque para vraiment, nosotras je es veux muy vraiment lui importante. remercier Yo cette occasion pour nous trabajé, y de vous Magdalena también, présenter los últimos notre travail. años Avec en el Magdalena, on plan de travaillait cultura ces del dernières Ministerio de Cultura de années la Ciudad au de Buenos plan de Aires, culture de y la a ville de partir de Buenos diciembre del Aires, año du pasado ministère de la hubieron Culture. elecciones Mais en y décembre de el l'année Ministerio dernière, para el il que y a eu des nosotros trabajamos, élections bueno, et dejamos de le trabajar allí, ministère pour lequel nous pero así travaillons, tenemos ouais, muchos on ne travaille aprendizajes plus y de muchas la cosas même que façon, hicimos mais que on a fueron beaucoup bastante appris, beaucoup des revolucionarias en choses el que caso nous de la avons ley de mecenazgo faites ont été vraiment en la ciudad de Buenos révolutionnaires, Aires, surtout ¿sí? en, Em, en ce qui concerne la loi de y mécénat algunas de cosas la que ville son de Buenos conceptos que Aires. nosotros Il y a creemos que certaines son, choses, certains fueron concepts qui nous ont nuestra guía, vraiment nuestra línea servi para de poder guide, conseguir de ligne más de aporte mire privado para la pour cultura, que es esta idea de obtenir que la plus cultura es d'investissements un privés motor pour la del culture, desarrollo y que qui vraiment nuestra est idea un fue siempre moteur du tratar de développement. poner de moda la Et cultura como espacio de Et nous inversión y avons como toujours espacio essayé de mettre la culture à la mode en tant qu'espace d'investissement, de développement économique dans un pays comme l'Argentine, qui est un pays qui est peut-être certains d'entre vous ne le savez pas, mais nous avons beaucoup de crises économiques. C'est presque une crise économique constante. Donc imaginez-vous, si c'est difficile pour vous d'obtenir des investissements dans la culture, imaginez-vous en Argentine. Mais malgré ça, on a eu des résultats vraiment qui nous ont donné beaucoup d'espoir. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait pour que vous compreniez la façon dont laquelle nous y sommes pris. Et Magdalena est arrivée. Bonjour Magdalena. Tu veux continuer? Dale, perfecto. O nos vamos hablando juntas, si te Ok, parece non, bien. mais on y va toutes Dale, les deux si espera. tu veux. Ok? Vamos a ir para atrás. Para. Alors, Me tengo que ir para atrás. Perfecto. je repars en arrière. Vamos para acá. Bárbaro. Sí, vamos para acá. Ici? Ahí está. Ici. Voilà. Dale. Como decía Julieta, Donc, comme le disait Julieta, c'est un système de financement public-privé qui a permis à la ville d'appuyer, de soutenir à des milliers de projets par an. Tous les projets culturels, en fait, les plus pertinents qui sont passés par la ville de Buenos Aires, sont passés par ce système de mécénat. Donc, ça veut dire que grâce à ce système, on a pu vraiment suivre la mise en valeur de l'infrastructure, les tournées internationales de groupes de danse, de groupes de théâtre, de festivals. Donc, tous les projets pertinents de la ville de Buenos Aires sont passés par ce système. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment un grand indicateur de succès de ce système. Pardon, vous me dites que je mette en quelle langue je parle? En espagnol, voilà. Donc, en avant. Donc, c'est un système absolument pertinent et depuis sa création, c'est le système qui a attiré le plus de financement de la ville, qui a permis de promouvoir des projets de toutes les disciplines, de personnes juridiques et de personnes physiques et de tout type. Des projets d'infrastructure, des projets audiovisuels, des projets
avec un impact territorial, etc. Donc, le plus pertinent de ce système, c'est que c'est une plateforme que nous avons créée et par le biais de laquelle l'investissement public sert de levier à l'investissement privé. On a fait un gros effort très proactif grâce à ces outils pour rassembler, connecter ces deux mondes, connecter le monde des entreprises, leur présenter l'attrait et la valeur du monde culturel et aider le monde culturel à se présenter de façon claire et de communiquer clairement et pour le monde des entreprises. Donc, le monde des entreprises, le but du mécénat, ça a été vraiment de réunir ces deux univers. Je crois qu'on peut parler directement à ce qu'on a fait ces dernières années. Donc, le plus important, ce qu'on a fait, c'est d'encourager l'investissement privé, pas seulement par la subvention publique. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi à faire avec ce système, c'est que les investissements du secteur privé peuvent être déduits des impôts qu'ils doivent payer à la ville. Donc, il y a vraiment, d'un côté, il y a un effort tributaire du côté de l'État, mais ça n'a pas été suffisant pour mettre l'investissement culturel à la mode. Donc, ce n'est pas seulement un effort tributaire, mais on a dû faire un effort beaucoup plus large, basé sur les outils dont on va vous parler. D'abord, on s'est efforcé de visibiliser les projets culturels d'une façon qui fonctionne pour le monde des entreprises. Et pour ceci, nous avons créé une plateforme en ligne pour que les entreprises puissent trouver facilement les projets qui soient alignés avec leurs intérêts, que ce soit par discipline, par territoire, par le public auquel ils s'adressent. Donc, cette plateforme en ligne contient toutes ces informations et les entreprises peuvent trouver facilement les types de projets qui sont alignés avec elles. D'un autre côté, la loi permettait deux possibilités au départ. D'abord, qu'on relie la marque du projet, la marque de l'entreprise au projet culturel, et à ce moment-là, il participait à 80%, ou bien à 100% s'il n'y avait pas de lien entre la marque de l'entreprise et le projet. Et ça, nous, on l'a éliminé parce qu'on ne peut vraiment pas encourager une entreprise à investir dans un projet si l'entreprise ne veut pas émettre leur marque. Parce que pour l'entreprise, il faut que cet investissement représente un actif appréciable. Et il faut absolument que l'entreprise puisse être reliée clairement au projet. Et donc, à ce sens, à ce moment-là, le projet devient vraiment un actif pour l'entreprise. Donc, ce qu'on a aussi fait, c'est de changer le rôle de l'entreprise de bienfaiteur à sponsor. Donc, obliger à ce que la marque de l'entreprise soit associée au projet. Bien sûr, c'est un accord entre entités privées. La loi dit juste que cette association et ce lien va exister. Mais fondamentalement, associer la marque de l'entreprise au projet. Et ici, je voudrais ajouter quelque chose, parce que historiquement, la loi du mécénat, elle existe déjà depuis 15 ans dans la ville de Buenos Aires. Quand nous sommes arrivés, elle existait depuis 10 ans, quand nous sommes arrivés au ministère et qu'on a commencé à travailler dessus. Pendant ces 10 ans, cette loi avait toujours été vue du point de vue du secteur privé comme un coût. L'équation économique, c'était juste un coût, un déversement d'argent.
Et on parlait seulement de responsabilité sociale, de dons, de choses pour améliorer l'image de marque de l'entreprise. Mais ce qu'on a fait, c'est justement ce que vient de dire Magdalena, c'est transformer ça, essayer de le vendre aux yeux des entreprises comme une possibilité de marketing, que ce soit un investissement. Il y a beaucoup d'entreprises qui dépensent de l'argent en publicité, en sponsorship, en marketing. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient investir et mettre, par exemple, ajouter leur marque sur utiliser les œuvres d'un artiste plastique très connu sur ses disques, sur les vêtements d'entreprise. Et qui peut leur revenir en fait beaucoup moins cher que ce que leur coûtait leur campagne de marketing. Donc c'est vraiment aussi très important ce que dit Magdalena, le premier outil, le catalogue, parce que les entreprises, avec leur département de marketing, pouvaient consulter le catalogue pour trouver les choses qui venaient parfois des artistes les plus populaires et la culture la plus populaire, et ils pouvaient atteindre et toucher beaucoup plus de monde s'ils y pensaient. C'était beaucoup plus intéressant que s'ils y pensaient que comme un don ou un déversement d'argent. Donc on a presque envisagé de changer le nom de la loi, parce que mécénat, justement, c'est ça, c'est juste des dons plutôt qu'un investissement. Oui, plutôt de philanthropie, plutôt que justement d'un accord entre des parties qui bénéficient toutes les deux de leur connexion, de leur lien et de leur travail ensemble. Ce n'est pas de la charité, c'est vraiment un accord. On va plus avoir d'interprète dans une minute. Donc, est-ce que vous pouvez continuer en anglais? Je crois qu'il nous reste une interprète, mais on se dépêche, t'inquiète pas, on se dépêche. Donc, les deux autres choses qu'on a fait, c'est que on n'a pas seulement créé cette plateforme et c'est d'association, mais aussi un lien entre les entreprises et les projets pour savoir une recherche commerciale, pour savoir ce que recherchent les entreprises et voir comment les projets pouvaient aussi s'adapter aux besoins des entreprises. Et on a aussi donné de la visibilité et une reconnaissance publique grâce à un prix qu'on a décerné aux entreprises qui ont le plus investi dans les projets culturels. Ceci dit, ce qui reste, c'est que on a facilité tout grâce à l'existence de la plateforme en ligne, à rendre le processus plus facile, plus transparent. Ça a encouragé vraiment les entreprises à participer. Et je crois que le plus pertinent, c'est que on a réussi à visibiliser les marques. Et oui, et je crois aussi que ça a été facile. On a ajouté un outil qui a vraiment facilité l'investissement, le paiement en soi. Et ce qu'on a fait, on a décidé de créer un outil meilleur, un outil plus agile, plus facile d'utilisation pour que n'importe qui dans le service de marketing de l'entreprise puisse savoir facilement comment envoyer l'argent, savoir exactement où allait l'argent qu'ils investissaient. Donc, vraiment beaucoup plus facile d'utilisation. Donc, si vous avez des questions et vous voulez en savoir plus sur ce que nous avons fait, vous pouvez nous contacter. Liliane pourra vous donner nos informations, notre contact.
contact et nous continuons à travailler à ces choses de façon privée. Donc, si vous avez besoin d'aide, nous pouvons le faire. Nous sommes ici pour vous aider. Merci. Merci à toutes les deux. Thank you. So if Merci any de of ton you invitation, need to Liliane. contact any of our experts that participated and shared with us their experience, their expertise, please feel free to Donc, sentez-vous bien à l'aise si quelques personnes parmi vous veulent plus d'informations sur certaines des données qui ont été présentées, certains des contacts. Vous voulez plus de données pour entrer en contact avec les gens avec qui on a pu s'entretenir aujourd'hui. On est heureux de partager avec vous leurs données. Donc, merci à chacun de vous. Merci aux interprètes, avec plaisir. Merci à vous tous qui étiez avec nous aujourd'hui. clôturer officiellement. Quelques mots de conclusion. Merci à tous nos intervenants et à tous ceux qui ont aidé à la participation et à l'organisation de ce webinaire de conclusion de ce beau projet CSSC. Alors, juste, oui, quelques mots. Ce que vous avez pu voir en fait de ce projet, c'est que c'est d'abord des rencontres individuelles, des fois qui datent de plusieurs années, et aussi une grande rencontre collective ce soir. Donc, c'est en cela que c'est un magnifique projet. Ce projet, il vise à finalement comprendre ce que nous sommes, comprendre ce que chaque entreprise est dans son secteur, dans son activité, se comparer avec les autres, comprendre aussi ce qui les entoure, ce qui entoure les entreprises, à la fois évidemment mieux comprendre leurs consommateurs, mais mieux comprendre aussi la société, mieux refléter la société dans laquelle et le monde socio-économique dans lequel les entreprises vont se déployer. Et finalement, en comprenant mieux les autres, on apprend aussi des autres. L'objectif de ce projet, c'est de permettre une plus grande visibilité des meilleures pratiques, des initiatives les plus vertueuses en faveur de la culture. C'est apprendre finalement comment on peut œuvrer ensemble pour favoriser la culture et la diversité culturelle. Nos objectifs, on vous l'a dit, c'est on a parlé de développement durable, on a parlé de stabilité, de paix sociale. Donc c'est des objectifs qui pourraient être atteints grâce à la culture. Ce sont des objectifs qui paraissent parfois lointains, inaccessibles, et pourtant c'est pas une montagne ou une cathédrale comme ça a pu être dit pendant le webinaire. C'est pas à pas, brique après brique, que nous parviendrons à monter, à grimper cette montagne, comme vous la voyez derrière moi, pour atteindre ces grands objectifs que sont à la fois la paix et le développement durable. Donc, toutes ces initiatives qui vous ont été montrées et qui vont être valorisées par notre projet, elles sont ces petits pas qui vont nous permettre de construire finalement une société plus solidaire et plus apaisée. En tous les cas, c'est notre objectif. Et c'est pour ça que nous espérons pouvoir trouver des nouveaux financements pour poursuivre notre projet au service de la culture et faciliter la mise en relation des entreprises, des acteurs publics et des acteurs du secteur culturel. Donc merci à nouveau à tous pour votre contribution, pour votre assistance, pour avoir été présents ce soir. Encore désolée d'avoir un peu dépassé le temps que nous avions fixé. Et puis j'en profite aussi pour remercier chaleureusement mon amie de si longtemps, Liliane, avec laquelle j'ai tant de plaisir à travailler. Allez, au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup.